Bienvenue à cet événement qui est la présentation du livre de Léo Bulliard, Débauche contre nature, l'homosexualité devant la justice fribourgeoise entre 1900 et 1992. Merci chaleureusement d'être ici ce soir. Donc, je m'appelle M. Vandamme, je travaille sur les thématiques LGBTIQ+, au service Agenda 21, Ville durable de la ville de Genève. La table ronde de ce soir s'inscrit dans le riche programme du mois de l'histoire LGBTIQ+, qui a encore lieu jusqu'au 31 octobre. Pardon. On ne va pas durer jusqu'en décembre. Juste pour vous parler rapidement du programme et surtout des événements restants qui sont encore là pour que vous puissiez découvrir la riche histoire LGBTIQ+, genevoise. Vous trouverez en ligne un parcours audio guidé qui porte un regard queer sur quelques œuvres emblématiques de la collection du Musée d'art et d'histoire. Le samedi 18 octobre, il y aura la remise du prix mémoire LGBTQ+, de la ville de Genève au festival Everybody's Perfect. Nous avons 3 événements dans le cadre du festival. Le festival sur les sexualités décomplexées, une performance le mercredi 22, un speed dating pour les seniors le samedi 25 et une visite ou déambulation Genève insoumise sur les pas des luttes féministes et queer le dimanche 26. Le samedi 25 octobre également, l'Estime organise un atelier ludique de découverte des parentalités lesbiennes et queer qui s'intitule « Amusons-nous avec les archives lesbo-queer ». Et la programmation se terminera avec un autre événement de l'Estime, une table ronde le vendredi 31 octobre qui s'intitule « Quitte à être mère, autant être lesbienne, histoire de parentalité lesbienne et queer ». Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts et je vous encourage vivement à aller découvrir cette riche programmation sur notre site www.genève.ch/mémoire au pluriel -LGBTIQ. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires qui nous accompagnent pour faire exister cette campagne, donc l'association 360, les archives contestataires, la bibliothèque de Genève, le festival Everybody's Perfect, l'Estime, la maison de l'histoire, le musée d'art et d'histoire et le service social de la ville de Genève. Et bien sûr, pour l'organisation de cette soirée, les équipes des archives contestataires, du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'Université de Genève et la maison de l'histoire, donc spécifiquement pour ce soir. Et aussi, je tiens à remercier Tiffany Sarr de la Bibliothèque de Genève et ses équipes pour l'accueil chaleureux. Merci enfin à nos invités de ce soir, Léo Bulliard et Cécile Boss. Vous trouverez sur la table la brochure Genève fière de son histoire LGBTIQ+, qui retrace quelques faits marquants de l'histoire LGBTIQ. Je le lis et je l'entends à longueur de journée, mais j'arrive toujours plus à le prononcer, surtout en fin de journée. LGBTIQ+, à Genève depuis les années 1970, à travers une sélection de photos et de documents d'archives rassemblés grâce à la mobilisation du réseau associatif. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je donne la parole à Frédéric Dessus des Archives Contestataires. Merci. Vous souhaitez la bienvenue au nom des Archives Contestataires. On est très content de co-organiser cette soirée. Les Archives Contestataires collectent, conservent et valorisent le patrimoine documentaire des mouvements sociaux de la seconde moitié du XXe siècle. Notre collection est accessible au public et elle se compose à l'heure actuelle d'une centaine de mètres linéaires d'archives, de 2000 brochures et d'un millier de titres de périodiques environ. Nous conservons des documents sur des mouvements qui vont du mouvement antinucléaire au groupe marxiste-léniniste des années 70, en passant par le mouvement de libération des femmes, la contre-culture ou encore les mouvements de soutien aux migrantes et migrants. Nous réalisons actuellement un mandat d'identification des archives LGBTIQ+, à Genève, à la demande de la ville de Genève. Et j'en profite pour dire que si parmi vous, il se trouve des personnes qui détiennent ce type d'archives ou des personnes qui se posent des questions en lien avec ce type d'archives, je vous invite vivement à venir me parler à la fin de la discussion. Nos collections
elle commence dès lors qu'il y a mouvement, revendication, que des gens s'assemblent en vue d'un objectif politique. Mais la plupart des vies opprimées et marginalisées ne laissent que des traces archivistiques ténues dans les archives des institutions qui les contrôlent et qui les répriment. Et c'est pourquoi notre action de conservation est complémentaire de celle des centres d'archives et des bibliothèques publiques. Et c'est pourquoi aussi nous sommes heureux d'organiser cette discussion avec Léo Bulliard dans les murs de la BGE. Les deux personnes donc, qui vont animer Cécile Boss va animer cette discussion. Cécile, tu es maître assistante au sein de l'équipe de recherche en histoire sociale de l'éducation. Tu travailles sur des questions telles que la professionnalisation des métiers du champ socio-éducatif. Et tu es membre du comité des archives contestataires. Tu viens de co-diriger un numéro des cahiers d'histoire du mouvement ouvrier consacré à l'histoire des femmes au travail. Et Léo Bulliard, vous êtes doctorant dans le cadre d'un projet du Fonds national de la recherche scientifique à l'université de Neuchâtel et qui s'intitule Neuchâtel face à la colonisation, circulation, intrication et mémoire. Et vous êtes l'auteur de Débauche contre nature qui est paru ce printemps aux éditions Antipodes. Merci à vous deux et on vous laisse la parole. Merci pour la présentation. Merci à tous, à tous pour l'accueil et pour la première présentation aussi. Du coup, je vais avoir le plaisir de te poser des questions. Donc moi, j'ai lu le livre avec grand intérêt et j'ai la lourde tâche de trouver des questions pour permettre à une discussion, pour vous rapporter un peu le contenu de cet ouvrage pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu ou pour compléter vos réflexions pour ceux qui l'ont lu. Peut-être pour dire, au début, j'avais prévu quelques notes pour présenter Léo, mais tu l'as super bien fait, Fred. Je rajouterais juste que ce prix, ton mémoire, sauf erreur, a reçu un prix. Oui. C'est ça, le prix le fonds Grémo 2024 de l'Université de Fribourg, ce qui témoigne de nouveau de l'intérêt de telle recherche. Voilà. Au niveau du déroulé, l'idée c'est qu'on discute à peu près pendant 45 minutes. Ensuite, il y aura une trentaine de minutes pour des questions de la part du public. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voulais demander à Léo qu'il fasse l'exercice de raconter en quelques secondes, quelques minutes rapides, le contenu du livre, vu que c'est la meilleure personne pour le faire d'entrée. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Je dois résumer assez rapidement. Donc, en fait, le but de mon étude, c'était de voir la manière dont la justice fribourgeoise, donc du canton de Fribourg, a mis en application différents codes pénaux qui ont eu cours sur le territoire du canton durant différentes périodes, et de voir à l'intérieur de ces codes pénaux, il y avait chaque fois un article qui s'appelait qui condamnait soit les actes contre nature, ou d'où le nom de l'ouvrage Débauche contre nature. Et en fait, derrière ces délits se cache en fait ce que la justice considérait comme des actes sexuels commis entre personnes du même sexe. On utilisait bien le terme sexe, il n'y a pas de notion de genre à cette période-là. C'est une histoire qui est relativement binaire, peut-être quand même mettre ça directement en avant, c'est quelque chose qui est assez difficile d'investir durant cette période, vu que j'ai travaillé de 1900 à 1992. C'est des questions qui ne se posent pas au sein de la justice, c'est vraiment une vision très très binaire, donc c'est soit un homme, soit une femme à qui on a affaire, donc ce qui explique aussi que cet aspect-là n'a pas été traité. Je pense que c'était important quand même de le dire d'entrée. Voilà. Merci. Et peut-être pour rentrer aussi dans l'appréhension de l'ouvrage, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les types de sources et qui ont été vraiment décisives dans cette collecte d'archives et comment tu es arrivé peut-être au début à travailler avec ces archives, voilà, ce qui t'a amené à ton objet. Alors l'origine de mon étude, en fait, elle vient d'un séminaire qui avait été organisé à l'Université de Fribourg par la professeure Anne-Françoise Prat, qui s'appelait Crime et châtiment à Fribourg. Moi, j'ai toujours bien aimé tout ce qui était un peu crime, ce genre de choses, donc j'ai tout de suite saisi l'opportunité d'aller dans ce séminaire. Et c'était lié aussi aux archives cantonales à Fribourg. La professeure Prat avait mettait un grand intérêt au fait que les étudiants touchent des archives et soient confrontés aux archives. Et donc, on partait d'une présentation, il y avait toute une série de sujets qui étaient proposés. Et moi, je visais la dernière mise à mort à Fribourg.
Et on était plein à le vouloir. J'ai perdu au jeu du sort. Ensuite, j'ai perdu plusieurs fois. Et à la fin, il restait débauche contre nature. J'en avais aucune idée de ce que c'était. Puis je me suis dit, bon, on y va, on teste. Et un jour, je suis avec ça arrivé en archive. On me dit, je demande, bonjour, où est-ce que je peux aller, salle de lecture. On me dit, non, non, vous allez devoir monter à l'étage parce que vous avez des dossiers sensibles. Et là, je me suis retrouvé en fait face à des dossiers pénaux qui avaient été sélectionnés. C'était uniquement sur la période 1932-1950. Et en fait, c'était que des dossiers qui traitaient de débauche contre nature. Il y en avait une dizaine. Et en fait, j'y ai pris goût, j'ai voulu creuser, mieux comprendre ce phénomène, l'élargir aussi au niveau territorial, puisque les dossiers traitaient surtout de la ville de Fribourg. Mais j'avais envie d'aller voir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe à la campagne? Et qu'est-ce qui se passe en 1900? Qu'est-ce qui se passe juste encore en 1992? Ça me paraissait aberrant qu'en 92, des gens pouvaient encore être jugés pour des actes homosexuels. Et donc, directement, j'ai proposé à la professeure Prat d'étendre en fait ce sujet. Tout de suite, elle était tout à fait partante. Et donc, j'ai pris rendez-vous aux archives de l'État. Et puis, on s'est mis devant l'ordinateur et on a tapé acte contre nature, débauche contre nature. Et puis, on a sélectionné 153 dossiers pénaux. Et donc, ils couvrent la période justement 1900-1992. Et on a sélectionné 3 districts. Le district de la Sarine, où il y a la capitale qui est Fribourg, le district de la Gruyère et le district de la Veuvez, pour essayer d'avoir aussi des zones plutôt rurales, des zones plutôt urbaines, tout en considérant que Fribourg en 1900, il y avait d'ailleurs un auteur fribourgeois qui disait que c'était un grand roman et un petit Rome, donc ça montre que c'est pas vraiment une grosse ville, mais plutôt un bourg en soi. Et puis, j'ai aussi accédé au dossier de la chambre pénale des mineurs à partir de 1950. Avant, il n'y a pas de chambre pénale des mineurs, puisque assez rapidement, j'ai vu qu'il y avait un enjeu assez fort au niveau de la sexualité des adolescents. Et il me semblait pertinent d'aller à cet aspect-là. Et donc, ces 153 dossiers, ils sont bien évidemment dépendants du bon vouloir des juges de l'époque, puisque je suis conscient que certains dossiers ont certainement été détruits. Certains dossiers ont été conservés sous de faux noms. Je suis aussi dépendant des archivistes. Il suffit qu'un archiviste ait mal documenté dans la base de données, il ne sort pas, puisque moi je n'avais pas accès directement à la base de données pour des raisons d'anonymat. Et donc j'étais un peu dépendant de ces aspects-là, mais ces 53 dossiers me permettaient quand même de brosser cette histoire-là. Donc ça, c'était vraiment le matériel prioritaire de mes recherches. Et ensuite, j'ai dû me plonger dans les dossiers pénaux et dans les codes pénaux, puisqu'il fallait que je comprenne finalement quel est le cadre pénal dans le cadre de comment est-ce qu'ils étaient mis en application. Là, j'ai un peu moins ri, parce que je ne suis pas juriste. Mes amis juristes en avaient aucune idée comment fonctionnait le droit pénal à Fribourg en 1900. Donc j'ai dû m'amuser à aller essayer de comprendre, aller voir aussi les débats au Grand Conseil, puisque c'est le Grand Conseil qui décide quelles sont les lois appliquées, voir quelles sont les motivations derrière ces lois. Et puis ensuite, ce que j'ai voulu faire aussi, et ça venait d'une lecture que j'avais pu faire durant le séminaire, c'était Thierry Delessert, qui disait c'est très facile, la pénalisation de l'homosexualité en Suisse, si vous êtes roman, il n'y a pas de problème, c'est pas pénalisé, parce que ils ont pris la législation du canton française, donc une législation qui avait aboli le crime de sodomie en 1791, et le côté alémanique qui se tourne sur les codes pénaux germaniques, puis le code pénal allemand. Ils sont très stricts, mieux valait pas trop se frotter à un autre garçon, sinon vous finissiez en prison. Et je me retrouve avec un canton de Fribourg, majorité francophone, qui se retrouve avec une législation encore plus restrictive que certains cantons alémaniques, comme Bâle-Ville ou Zurich. Et là, je me suis dit, j'avais écrit un mail à Thierry Delessert entre-temps, qui d'ailleurs était l'expert de mon mémoire, et je lui ai dit, je crois que c'est plus compliqué que ça. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et c'était aussi une des motivations ensuite qui m'a fait aller dans les autres cantons romans, voir comment les autres cantons ont cherché à avoir un code pénal. J'ai eu des cas assez étonnants. Je me disais, mais comment ça se fait que le Valais, qui est un canton qui en général est toujours avec Fribourg, ils sont toujours... En général, ils font la paire Valais-Fribourg, catholique, conservateur, rural plutôt. Et en fait, par exemple, je me suis rendu compte que dans le canton du Valais, c'est un oubli. Il y a des débats au Grand Conseil, et là, il y a un député qui dit oui, mais sur cet aspect-là, on a oublié l'homosexualité. Enfin, on ne dit pas le mot homosexualité, il dit on a oublié les actes contre nature. Et puis, celui qui rapporte à la commission, il dit non, mais c'est pris dedans, pas de souci. Premier cas devant un juge, le juge il dit non, c'est pas possible parce que c'est pas marqué.
Et donc, ensuite, pendant plus de 150 ans, en Valais, on entend des juges qui disent « bon, c'est quand qu'il vient cet article pénal ?» Et chaque fois, on dit « bon, ben, on le fera quand on fera un nouveau code pénal. » Et finalement, le Valais ne va jamais refaire son code pénal, donc va être un des seuls cantons en Suisse qui ne va jamais pénaliser l'homosexualité. Et au niveau des sources, pour terminer, après, j'ai été complété avec quelques éléments aussi dans les archives associatives, entre autres de Sariguet, qui a été fondée en 96 à Fribourg, qui est la première association LGBTIQ+, à Fribourg. Et j'ai aussi été chercher un peu dans la presse en ligne, non seulement pour voir est-ce qu'on parle des procès, mais aussi finalement pour voir comment est-ce qu'on parle de l'homosexualité, pour aussi essayer de voir est-ce que la justice, elle suit ce que la population pense, est-ce qu'elle est influencée par des débats qu'il peut y avoir au niveau fribourgeois ou au niveau suisse. Et ça, c'était aussi une volonté que j'avais envie, c'était de ne pas seulement rester le nez fermé dans mes dossiers, mais aussi de voir, essayer de prendre la température de la population fribourgeoise. Merci. Peut-être, est-ce que, je ne sais pas si on l'a précisé au tout début, mais est-ce que tu serais d'accord de rappeler débauche contre nature, exactement ce que ça implique, cette triade, juste pour que les gens puissent se figurer, c'est inceste, homosexualité et bestialité, crime de bestialité, c'est ça, hein? Alors, c'est quelque chose qui est assez particulier, c'est que selon les codes pénaux, donc en fait, pour peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de deux codes pénaux au pluriel, c'est parce qu'en fait, maintenant on a un code pénal suisse, un code civil suisse, mais jusqu'en 1942, c'était pas du tout une évidence, chaque canton avait son propre code pénal. Donc ça veut dire que certaines choses étaient proscrites à Zurich, mais ne l'étaient pas quand on passait la frontière à Schaffhouse. Et l'homosexualité était un de ces cas-là. Chaque canton avait sa propre réglementation sur le sujet. En général, tout ce qui était des mœurs variait beaucoup d'un canton à l'autre. Et donc, le terme que Fribourg va opter, qui s'appelle acte contre nature au début, à partir de la milieu du 19e, c'est quelque chose qui est assez répandu en Suisse. En Suisse alémanique, on traduit par Unwider natürlich Unzucht. Donc, on le voit, et même en italien, ils l'utilisent en disant qu'ils utilisent un terme qui voudrait dire que c'est des actes abhorrés par la nature. Donc, on a quand même chaque fois cette notion de nature qui est présente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte déjà à l'Antiquité, on peut le retrouver, mais même les premiers penseurs chrétiens, ils ont une idée d'inscrire l'humain dans quelque chose de naturel, un cadre naturel, et la seule sexualité naturelle, c'est celle entre un homme et une femme qui viserait à la procréation. Donc en utilisant ce contre-nature, c'est vraiment l'idée qu'on se sort de cette normalité, et donc on fait aussi un crime contre la création divine. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi faire qu'il y a un discours au sein de l'Église chrétienne qui va être constante aussi contre toute sexualité qu'on pouvait juger comme déviante à l'époque. Et donc dans les premiers codes pénaux, en effet, c'est le même. Souvent c'est celui sur l'inceste, ça commence par l'inceste. On dit comment est-ce qu'on doit punir l'inceste, on définit à partir de combien de degrés de familiarité c'est. Et dessous c'est marqué, même chose pour les actes contre nature, puis même chose pour les actes de bestialité. Donc c'est le même code pénal, le même article du code pénal. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on ne va pas trop donner d'informations sur ce que c'est. On ne dit pas ce que c'est exactement un acte contre nature. On essaye de garder une certaine pudeur. Et surtout, on voit à quel point en fait, c'est la sexualité contre nature, donc l'acte en général qui pose problème. Peu importe que vous couchiez comme... c'était Thierry de Lesser qui avait dit que vous couchiez avec votre sœur, un copain ou une chèvre, c'est la même chose. Ben, c'est un peu ça en fait, il y a vraiment l'idée qu'on juge vraiment l'acte. Et puis petit à petit, on voit qu'à Fribourg, à partir de la fin des années 1920, déjà fin 1910, mais c'est surtout fin 1920, il y a des juges qui commencent vraiment à vouloir sortir un peu de cette triade et de vouloir un acte, vraiment punir, plus seulement l'acte, mais punir le comportement en entier. Et donc on va vraiment avoir une juridiction qui va devenir très très dure. On va dire que par exemple, on n'a même plus besoin que l'acte soit consommé. Il suffit que simplement il y ait une tentative, c'est suffisant. Et d'ailleurs, on va dire qu'il ne peut pas y avoir de tentative de débauche contre nature, puisque du moment qu'on la commence, elle est accomplie. Et on va aussi dire qu'il n'y a plus seulement besoin que ce soit un acte pénétratif, on va dire que j'utilise le terme de caresse libidineuse ou d'attouchement, c'est suffisant pour être condamné. Donc on voit que cette idée de débauche contre nature, elle évolue aussi selon les volontés du législateur et aussi selon l'appréciation des juges, vu qu'on ne sait pas exactement ce qui se cache sous débauche contre nature. Donc la répression peut tenir à un fil de la définition, quoi. Alors, qu'il y a quelque chose, et du juge. Le cas du Valais et du juge. Ouais. Et du juge. On voit que Fribourg aurait très bien... Enfin, on l'a vu par exemple le canton de Zurich, au bout d'un moment dit, nous les actes masturbatoires,
on ne veut plus en entendre parler chez le juge, donc on le sort de manière au niveau de la jurisprudence, mais ce n'est pas le code pénal qui change, alors qu'à Fribourg, les juges vont toujours dire tout acte est considéré comme pénalement répréhensible. Je te remercie. Je voulais faire un peu un pas de côté et faire des échos avec la rencontre qui a eu lieu, qui a été organisée dans le même mois des archives de l'histoire LGBTIQ+. Et je t'ai posé cette question sur les sources et tu as évoqué du coup des sources judiciaires et aussi un peu des sources associatives et de la presse. Je t'ai posé cette question parce que je voulais voir quel était ton point de vue par rapport à ça, parce que lors de cette rencontre, on a beaucoup évoqué l'importance des lieux de conservation, d'archives et de la mémoire LGBTIQ+, portés par les personnes concernées. Donc des lieux de lutte, des lieux associatifs. Mais je trouve intéressant aussi de prendre l'exemple de ton livre, parce que je trouve que c'est un excellent observatoire de comment, en fait, on a aussi besoin d'aller voir dans les archives institutionnelles, dans les archives d'État, pour pouvoir faire une histoire queer, une histoire de l'homosexualité et de sa répression. Et donc, j'avais envie de revenir un peu sur cette tension, ce débat. Je sais que à cette dernière table ronde, Sam Boursier a par exemple évoqué le fait que les personnes concernées sont les meilleures personnes pour s'occuper de ces archives. Je trouve que ton livre montre bien que, j'imagine, tu as travaillé avec des archivistes qui sont avant tout archivistes, avant d'être militants, et que je pense que ça a permis de faire une très belle histoire de l'homosexualité et très complète aussi. Donc je voulais voir quel était ton point de vue par rapport à ça et ton expérience. Donc il y a plusieurs aspects en effet. Je pense qu'une des premières choses que j'ai pu remarquer aussi en ayant des discussions avec les personnes qui sont aujourd'hui dans Sarigué, vu que j'ai eu accès aux archives, mais que comme les archives de Sarigué sont on doit faire une demande d'autorisation pour y accéder, donc j'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec le comité, et puis j'ai eu un échange sur leurs archives aussi, et puis depuis j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur les archives de Vauqueer en lien avec leurs 30 ans. Et donc ce que je vois, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une volonté de s'intéresser à ces archives, s'intéresser à cette mémoire, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà un des facteurs, c'est qu'on se rend compte que ces associations, on a Dialogué qui a été fondé en 1982, sauf erreur, à Genève. Sarigué-Vauqueer, c'est 96. On se rend compte qu'en fait, il y a toute une partie de la génération qui a fondé ces associations, qui aujourd'hui retrouvent d'avoir un certain âge, ou même certains sont décédés, et que ces archives, elles dorment des fois dans des galetas, dans des caves, et puis qu'il y a le risque qu'elles soient détruites. Et donc il y a ce souci-là. Il y a aussi, je crois, pour la nouvelle génération, un intérêt finalement. Qui étaient ces gens? Comment est-ce qu'on vivait à cette période du sida? Comment est-ce qu'on a vécu cette période de la dépénalisation de l'homosexualité, de la fin, par exemple, d'un régime on l'a considéré comme une maladie, et aussi ce moment où en fait ces premières associations ont pu émerger. Et là, je vois qu'il y a quand même aussi, ce qui fait qu'il y a ces discussions peut-être qui arrivent aussi dans l'espace public, c'est aussi qu'il y a cette actualité-là. Ensuite, au niveau de est-ce qu'il faut absolument que ces archives rejoignent des centres dédiés à la mémoire LGBTQI+, je pense qu'un des dangers qu'il peut y avoir, on a les Schwulenarchiv qui le font, entre autres, de manière très bien en Suisse. Il y a eu le cas de Sarigué où ils ont décidé de ne pas les déposer aux Schwulenarchiv, mais de les laisser à Fribourg, aux archives de l'État, puis ils estimaient que leur lien premier au niveau d'archives, c'était la région, et non pas forcément la thématique. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même, je pense, à souligner lorsqu'ils ont voulu le déposer. Ils l'ont fait avant même que j'ai des discussions avec, donc c'était vraiment la discussion des membres de l'association. Et ce qui je pense qu'il faut aussi avoir, c'est quand même une question des réalités. On a quand même un centre d'archives, ça a un coût financier, ça a un coût humain, ça a un coût logistique. Et si on segmente trop ou on fait trop de petits centres d'archives, il y a quand même le risque qu'au bout d'un moment ça s'épuise et que certains en fait n'arrivent plus à traiter de manière correcte et la recherche, mais aussi le mettre à disposition finalement des gens. Et au niveau de est-ce qu'il faut être concerné ou est-ce qu'il faut être impliqué pour le faire, enfin moi je pense que c'est une question qui peut devenir relativement dangereuse en histoire, parce que ça veut dire, on parlait de mon travail de thèse, je travaille sur des femmes missionnaires protestantes neuchâteloises, je ne suis pas une femme, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas protestant et je ne suis pas neuchâtelois. Est-ce que j'ai le droit de travailler sur ces archives?
si on se pose la question, finalement, on va finir par travailler plus que sur sa propre histoire, et donc ça va être assez problématique. Et je pense qu'en tant qu'historien, on nous forme à avoir une certaine déontologie, on nous donne des outils, un appareil critique, une manière de réfléchir, de mettre une certaine distance entre aussi nos aspects personnels et forcément les archives. On doit se mettre dans le contexte, on doit retrouver finalement d'où vient le document, et on ne peut pas seulement agir avec nos propres émotions, même si elles sont parfois présentes, et on voit dans le choix de nos sujets que souvent ils sont quand même dictés par certains aspects personnels. Mais je pense qu'un historien doit être capable et est capable d'avoir cette distance. Et je trouve que si on doit limiter, ça deviendrait quand même relativement problématique. Et aussi, je pense que ça serait perdre une certaine richesse du dialogue. Et voilà, moi je trouve que c'est très intéressant aussi de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément le même vécu, qui n'ont pas forcément le même regard sur des archives, et de les traiter ensemble. Je pense que c'est plutôt précieux et c'est plutôt une richesse qu'un danger. Alors après cette présentation de ma part un peu idyllique des archives d'État, des archives institutionnelles, on sait qu'en histoire sociale, il y a d'autres sujets qui posent des soucis en termes d'accès à des dossiers pour des questions de vie privée, etc., ou de blocage politique. Je pense à la difficulté pour certains projets, dans certains projets d'avoir, par exemple, eu accès à des dossiers d'enfants placés pour de l'histoire très récente, que peut-être tu connais. Est-ce que toi, dans ton cas, dans ta recherche, tu as été plutôt soutenu, est-ce que tu as connu des freins au niveau de l'accès à tes données? Et peut-être ça ouvre sur la question des réparations qu'on avait mis en fin, que j'imaginais te poser à la fin. Peut-être on peut l'enchaîner. Alors, de manière... c'était relativement facile en fait à accéder, puisque à Fribourg, les archives judiciaires en fait dépendent encore de la justice et police, alors que les archives de l'État sont directement liées à la chancellerie. Donc lorsqu'on veut accéder à des archives de justice et police, on fait une demande, et ensuite elle est transmise au tribunal cantonal qui juge si oui ou non on peut y accéder. Et normalement, lorsque c'est pour des recherches historiques et que c'est motivé avec le soutien d'un ou d'une professeure qui encadre, en général, il n'y a pas eu de refus, et moi j'ai eu aucune restriction au niveau de la temporalité. J'ai pu aller jusqu'en 92, qui était ma demande. Par contre, il y avait des conditions à ces choses-là. J'ai dit justement le fait de devoir être seul dans une salle et de ne pas avoir des gens autour. Les autres choses que j'ai pu avoir, c'est la nécessité d'avoir de l'anonymat. Je ne devais pas nommer les gens. Et je devais même aller plus loin, parce que dire que telle personne, je ne sais pas, telle personne dans tel village, le boucher de tel village en telle année, c'est déjà trop. Donc il faut des fois aussi esquiver ce genre de choses. Mais personnellement, moi, ça ne m'a pas vraiment affecté, parce que mon but, c'était pas de faire de ficher des gens, mais bien au contraire d'étudier les dynamiques. Donc finalement, anonymiser permettait aussi de mettre de côté cet aspect-là. Je sais que pour d'autres historiens qui travaillent sur les questions d'homosexualité, c'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est justement, il faut nommer ces gens, puisqu'ils ont déjà été invisibilisés une première fois. Finalement, on vient les réinvisibiliser une seconde fois. Moi, j'avoue que franchement, que j'aurais été un peu mal à l'aise, puisqu'il y a des gens qui ont été condamnés en 92, qui sont toujours vivants. Certains, c'est des pères de famille, parce que voilà, c'est une période où l'homosexualité ne peut pas se vivre, ou des formes de bisexualité aussi. Et est-ce qu'ils ont vraiment envie que leur nom finisse dans une étude historique où on étale une partie de leur vie en sachant que c'est plus dans des conditions judiciaires? Moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment eu aucun problème à anonymiser, au contraire. Et même lorsque certains dossiers étaient traités dans la presse, j'ai pas fait le pas de les nommer. Pour autant, tout un chacun peut taper, aller chercher l'article et trouvera le nom. Mais je n'ai pas voulu faire un changement en disant, bon, lui, le nom est dans la presse, je le nomme. Mais par contre, tout ce qui est juge, député, même ceux qui disaient les choses les plus ignobles, je voyais pas là, je me suis dit, il n'y a pas de problème à les nommer, vu que c'est dit et que c'est passé dans la presse et que ces gens avaient une fonction publique. Voilà. Et puis sinon, la dernière chose à faire, c'était aussi les questions où il fallait que je me méfie quand même aussi au niveau des conditions. C'était quand même que je devais des fois quand même un peu ménager lorsque j'ai voulu aller voir dans d'autres cas. Par exemple, j'ai voulu aller aux archives de l'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg. Et je me suis dit, là, comment est-ce que je fais pour leur dire, bonjour, je vais venir voir dans vos dossiers si vous n'avez pas caché des homosexuels ou des cas d'agression, de ce genre de choses-là.
Et au contraire, j'ai eu un accueil extrêmement favorable, puisqu'il y a une démarche actuellement au sein de l'Église, en tout cas du diocèse, de vouloir éviter d'avoir une fois de plus les journaux qui disent bon ben ils ont de nouveau caché un cas, et au contraire j'étais plutôt ouvert et plutôt ouvert à la discussion, et donc très rapidement j'ai aussi pu y accéder, et donc en fait sur l'entier de ma recherche j'ai jamais eu un frein ou quoi que ce soit, si ce n'est ces quelques mesures. Par exemple, j'avais pas le droit de prendre de photographies des archives aussi, donc ça c'était aussi une mesure, interdiction de prendre des photographies. Et lorsque j'ai voulu montrer certaines choses, par exemple la couverture du livre en est un exemple, bien il fallait ce qu'on dit caviarder, donc ça veut dire mettre des bandes noires pour qu'on puisse pas reconnaître les gens. Là on a même mis les bandes noires sur les numéros, qu'on peut pas savoir quand est-ce que ça s'est passé, ce genre de choses-là. C'est toutes des mesures qui sont demandées pour qu'on puisse ensuite faire sortir ces documents. Si on veut les faire sortir, et c'est aussi pour ça qu'on montre finalement que très peu d'archives judiciaires, parce qu'en fait ça ressemble à plus grand-chose à part une sorte de feuille avec des bouts noirs partout, puisque les dates de naissance, tous les prénoms, même certains lieux comme l'adresse vont tout être caviardés en fait. Et est-ce qu'il y a des personnes concernées qui ont subi ces répressions et ces injustices, du coup, qui se sont formées en collectif, ou qu'il y a eu des demandes, il existe, c'est un peu naïf ma question, parce que je suis très peu informée là-dessus, mais des demandes de réparation par des associations Alors en Suisse, c'est une question qui est encore que très très peu posée. C'est quelque chose qui n'est pas tellement d'actualité. On a la France, par contre, qui a été relativement active sur ces questions ces dernières années. Il y a eu des propositions, donc en France, c'est 1942 à 1982 qui serait la période concernée. Il y a eu pas mal de discussions. Il y a même des gens qui ont proposé, donc au niveau politique, des gens qui ont proposé des indemnisations de 10 000 euros plus 150 euros par jour de prison. Et donc, c'est des choses qui ont été soutenues. Actuellement, si ça n'a pas bougé, la dernière chose que j'avais pu regarder, c'est en train de dormir sur le bureau du Sénat français. Donc, il y a un jeu de ping-pong entre les deux chambres, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais en fait, ça a aussi fait sortir énormément de questions. C'est parce qu'on dit, OK, 1942, 1982. Mais on fait quoi de tous ceux qui étaient avant, de tous ceux qui sont après, qui ont subi peut-être pas forcément la répression judiciaire, mais qui ont peut-être été confrontés à des répressions policières, qui ont peut-être subi des discriminations dans leurs emplois. Et ça, c'est toutes des choses, c'est beaucoup plus dur à documenter puisqu'on n'a pas forcément des traces écrites. Et puis au niveau suisse, il n'y a pas forcément grand-chose qui a été fait. Moi, on m'a posé plusieurs fois la question, et j'ai souvent dit que j'aurais énormément de peine, en ayant lu les dossiers, à accepter une manière d'indemniser les personnes, puisqu'en fait, dans les dossiers, on a aussi des actes qui ne sont pas consentis, on a des choses qui, encore aujourd'hui, tomberaient sous le coup de la loi, soit des viols, mais puisqu'à l'époque, c'est pas possible de violer un homme, ça fait que depuis juillet de l'année passée que c'est possible qu'un homme soit violé, puisqu'il y a eu un changement de code pénal, c'était une pénétration vaginale, en fait, uniquement, donc ces hommes-là ne pouvaient pas être violés. Et donc, en fait, ça passe tout sous débauche contre nature, mais on voit qu'il y a des actes qui sont pleinement consentants, qui tombent sous débauche contre nature, mais des cas qui ne tombent pas du tout. Puis aussi la question de la victime, parce que des fois, c'est une victime qui vient porter plainte, mais donc elle n'a même pas été condamnée, donc c'est l'accusé qui se fait condamner, celui qui a agressé, et finalement celui qui toucherait les réparations, vu que c'est lui qui a été condamné. Et la victime qui n'a pas été condamnée, elle toucherait rien. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, en tout cas pour moi, un devoir de mémoire qui prendrait tout le monde ensemble et qui dirait bon ben on réhabilite tout le monde, ça j'aurais vraiment de la peine, et je trouverais que ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus marquant d'avoir une réflexion globale et dire finalement c'est tout ce qui a été fait de manière générale aux communautés LGBTQI+, et là on a une réflexion, c'est-à-dire aussi les gens qui ont subi des thérapies de conversion, des gens qui ont subi des discriminations au sein de leur famille, au sein de l'armée. Thierry Lesser l'a montré, il y a aussi eu l'armée qui a joué un rôle. Là, pour moi, il y a une réflexion qui peut être faite, mais réhabiliter tout le monde, je pense que voilà, on réhabilite des violeurs et des agresseurs sexuels au passage. Ouais, je trouve que vraiment elle le rapporte assez bien. C'est vrai que quand on lit son ouvrage, on est assez traversé par plusieurs réflexions. Et c'est une histoire des violences, mais de différentes formes de violences, parce qu'en fait s'entrecroise la question du viol, des violences sexistes et sexuelles, des violences aussi, il y a la question de l'Église qui transparaît, il y a vraiment, c'est plein de belles pistes de perspectives de recherche, et je trouve très bien comme tu le mentionnes. Ça me fait arriver à la question, je m'étais posé la question de, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, on avait dit oui, je crois que je peux poser encore cette dernière question. Je me suis posé la question des théories de conversion.
des théories, des pratiques de conversion. Aujourd'hui, c'est une question super vive dans la société. Est-ce que c'est pas directement lié à ton ouvrage, à ta recherche, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à des recherches en histoire qui, de la même manière que tu as procédé, peut-être s'intéressent à ça, comment historiciser ces questions? Est-ce que ça a déjà été fait? Et voilà. Alors j'avoue que je n'avais pas forcément pensé aux thérapies de conversion en faisant mes recherches, parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'est jamais mentionné. Et je me suis posé la question, en fait, est-ce que finalement condamner quelqu'un, c'est pas une manière d'essayer de le convertir d'une manière ou d'une autre? Et de même, lorsqu'on voit à partir surtout des années 40, mais surtout 50-60, les médecins qui arrivent et qui disent non, non, il ne faut pas les punir, il faut les guérir, eh bien en fait, indirectement, c'était déjà des thérapies de conversion qui étaient faites. Et on ne nomme pas en tant que tel à l'époque, mais on fait des expérimentations, par exemple avec des hormones, beaucoup. Je n'ai pas trouvé de cas, le cas qui est plutôt étudié pour les États-Unis ou même l'URSS, des cas de lobotomie. Ça, à Fribourg, j'en ai pas vu, et de ce que j'ai pu échanger, ça semble pas avoir été pratiqué. Mais on n'est pas à l'abri de découvrir que peut-être ça a été le cas. Mais en tout cas, c'était pas une pratique courante. Mais j'ai eu des cas de personnes même qui essayent de s'injecter du sang de taureau pour essayer de changer leurs hormones. Parce qu'en fait, voilà, il faut se rendre compte que c'est pas une période où on choisit d'être homosexuel, on le subit. Et au contraire, il n'y a aucune manière de le vivre, en fait. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est aussi de la perception de la justice, et on attaque les actes. Parce qu'on ne peut pas être homosexuel. C'est inconcevable, par exemple, que deux hommes prennent un appartement ou que deux femmes se tiennent la main dans la rue. Donc en fait, c'est des réalités qui n'existent pas, donc c'est vraiment qu'au niveau des actes, et c'est que plus tard qu'on commence à s'intéresser véritablement au comportement, et là, il y a clairement une idée qui, surtout par exemple vis-à-vis de la jeunesse, on a l'idée que plus on a de relations homosexuelles, plus on devient homosexuel, donc il faut agir de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on évite de mettre les jeunes, par exemple, en prison, parce qu'on se dit, mais déjà qu'il est sur une pente glissante, si on le met dans la prison, suivant comment il va encore fréquenter d'autres hommes, et donc s'endurcir dans son homosexualité. Donc ce qu'on essaye, c'est de les laisser, par exemple, sous surveillance de la famille. On essaye de s'assurer qu'ils ont un contrat d'apprentissage, parce qu'on pense qu'on se soigne aussi par le travail. D'ailleurs, il y a un cas qui me faisait assez rire, qui est sacristain en plus, donc qui en plus commet son péché dans une sacristie, donc en plus il y a le curé qui s'en mêle. Enfin ça, c'est un dossier qui était assez cocasse. Et à un moment, son frère écrit et dit « Mais maintenant, c'est bon, on l'a mis à la montagne, à l'air frais. Il travaille, il a l'air frais, il n'y a plus de soucis, il va revenir, il sera guéri. » Et donc, on voit quand même que c'est une manière aussi, presque une thérapie de conversion. Le travail, le grand air, enfin ces choses-là, sans forcément que ce soit nommé en tant que tel. C'est vrai que moi, je travaille plutôt sur les questions d'histoire de l'enfance, de la jeunesse, et ton livre, c'est aussi une bonne histoire de la prévention, de tout le mouvement de prévention et de contrôle de la jeunesse et de toute cette vague-là qui utilise l'homosexualité comme vraiment un spectre pour prévenir tous les maux d'une jeunesse déviante et délinquante. Ok. Je pense que on pourrait peut-être s'arrêter là pour donner la parole au public, peut-être pour finir un peu sur une note, conclure un peu la période historique. Ça se termine en 92, et juste rappeler qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour finir sur une note, un peu une ouverture de libération après toute cette répression, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette date, qui est importante. C'est une ouverture qui est positive à la fin, mais qui passe quand même par quelques douleurs. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on voit quand même à partir de la fin des années 60, début des années 70, il y a un certain militantisme qui s'importe aussi, entre autres depuis les États-Unis et l'Angleterre, mais qui naît aussi au sein de la société suisse. On voit un changement aussi dans les médias, dans le traitement médiatique. On commence à avoir des juges qui remettent un peu en question, pas à Fribourg, mais de manière générale. Et il va y avoir en 1981 Kurt Furgler qui essaye de faire une modification du code pénal. Et l'idée, en fait, c'est d'exclure du code pénal la notion de mœurs et de bonne morale, qui finalement, en fait, c'est assez compliqué. C'est quoi une bonne mœurs? C'est quoi la morale? En sachant que c'est mouvant. Donc lui, il dit, j'aimerais pouvoir sortir ça et faire quelque chose qui est plus factuel en soi. Et il demande à tous les cantons, qu'est-ce que vous en pensez? Là, le canton de Fribourg sort l'artillerie lourde. Ils disent que c'est encore la plaie homosexuelle. Il faut intervenir des curés pour leur demander ce qu'ils en pensent. Enfin voilà. On ne demande pas aux concernés d'ailleurs. Et puis finalement, il va réussir, ça va passer quand même dans les deux chambres.
Cette modification, donc c'est pas directement pour abolir la débauche contre nature, enfin l'article pénal, mais bien pour modifier le code pénal en matière sexuelle. Et il va y avoir un référendum qui est mené par l'UDF, mais qui est soutenu par beaucoup de milieux à Fribourg. Il va y avoir près de 10% des votants qui signent une pétition, entre autres. Mais finalement, il y a une votation en 92, et le seul canton qui vote non, c'est pas Fribourg, c'est le Valais. Mais j'ai pu voir que, par exemple, à Fribourg, on voit quand même qu'il y a beaucoup de communes rurales qui votent non. Et j'ai même poussé un peu plus loin, j'ai été voir et ces communes votaient encore non. Par exemple, pour le partenariat enregistré, la plupart c'est toujours non. Mais par contre, pour le mariage, pour Tuxt, eh ben, il y a eu un changement. Et ça aussi, c'est une manière finalement de prendre la température de la population. C'est des échéances comme ceci, des échéances où tout le monde peut aller voter. Dans le secret de l'urne, eh ben, qu'est-ce qu'on vote? Eh bien, on voit quand même que même entre 92 et finalement 2021, ça a été relativement rapide. Eh bien, on passe de communes qui s'opposent à changer le code pénal en matière sexuelle et qui finissent par donner le mariage pour Tuxt. Merci. Je trouve que c'est pas mal comme fin de nos échanges. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Est-ce que j'ouvre la parole aux questions du public, aux commentaires? Merci beaucoup pour les échanges. Ça me donne vraiment très envie de lire votre livre, que je n'ai pas encore lu, mais ce que je vais faire tout bientôt. J'aimerais revenir sur cette référence que vous faites à la question des VSS. Et je pensais, en vous écoutant, au travail de Julie Doyon, qui travaille plutôt sur la France et sur l'inceste, et qui souligne bien, alors sur une période aussi plus ancienne, mais qui souligne bien en fait comment la catégorie, elle ne sert pas en fait à parler des VSS, elle ne sert pas à protéger les enfants. Et voilà, vous faisiez référence à au fait que dans les archives, il y a autant des cas qui sont, enfin, vous déduisez qu'ils sont consentis et d'autres qui relèvent du viol, tel que maintenant on peut l'appeler même au niveau pénal. Comment c'est thématisé en fait cette question, enfin, quelles traces vous voyez, comment c'est thématisé la question du consenti, non consenti, est-ce que ça l'est? Et par rapport à l'inceste ou par rapport aux jeunes, ça m'intéresserait aussi de le savoir, puisque voilà, elle dit bien aussi, Julie Doyon dans son travail, que finalement, l'inceste est une catégorie on conçoit par exemple que les relations sexuelles en fait, sont consenties, mais qu'elles se font hors mariage, hors procréation, et que c'est ça qui est condamné, enfin, vous l'avez très bien dit. Donc est-ce que ça change aussi au cours de la période? Est-ce que la question de la violence en fait, apparaît ou pas? Merci beaucoup. Alors, peut-être pour commencer, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le but premier, c'est de protéger la société. On ne veut pas que l'homosexualité se répande, puisqu'on part de l'idée que c'est une contagion. Donc le but premier, c'est déjà de protéger la société. Et deuxièmement, ce qui vient très très vite, c'est protéger la jeunesse. Et d'ailleurs, en fait, le Code pénal fédéral de 1942 va dépénaliser partiellement l'homosexualité. On dit bien partiellement, parce qu'en fait, ils maintiennent... il y a une partie de l'article qui est sur la prostitution masculine homosexuelle, qui va rester pénalisée. Enfin, la prostitution homosexuelle tout court, mais on vise plutôt les jeunes garçons. Et deuxièmement, on va mettre un âge de consentement plus élevé. Donc au lieu d'avoir l'âge hétérosexuel, on le relève pour les homosexuels. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà avant, par exemple c'était ce que le canton de Vaud faisait ou le canton du Tessin avait avant. Eux, ils n'avaient pas le régime comme Fribourg qui interdisait tout acte homosexuel. Et ce qu'on voit par contre, vraiment à partir de 1942, on s'intéresse aux jeunes. Et ce qu'on demande aux jeunes, c'est pas s'il était consentant, c'est savoir s'il était déjà gâté en soi, savoir s'il avait déjà été contaminé, parce qu'on se dit, bon ben, si c'est le 10e homme avec qui il couche, ben, il est le plus âgé, oui, il devait quand même faire attention, il devait lui demander son âge, mais bon, c'est déjà quelqu'un qui est perverti. Alors si c'est le premier, on va dire, bon, le jeune, là, faut qu'on se méfie, il a touché aux fruits défendus, mais on va essayer très rapidement de le remettre sur les rails. Et là, on le voit aussi, par exemple, dans l'application des peines, on ne va pas forcément traiter de la même manière le jeune qui est récidiviste. Lui, on va avoir tendance à l'envoyer dans des centres presque de redressement. On a différentes périodes, mais par exemple, à Fribourg, ils avaient une maison de redressement dans la Glane, mais par exemple, on sait que là, ils ne veulent pas des jeunes homosexuels, alors on les envoie à Arberg, dans le canton d'Argovie.
Et on voit que là-bas, c'est relativement dur, en fait. Les conditions, c'est même plus dur. Il y a une étude qui a été faite sur ce centre de détention. Ça fait vraiment froid dans le dos quand on voit la manière dont ils étaient traités. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut les redresser, et les redresser avec la manière forte si c'est nécessaire. Mais le souci, c'est plutôt de savoir est-ce que le jeune est corrompu, ce genre de choses-là. Mais on ne lui demande pas tellement est-ce que tout était consentant. Enfin, vous avez vite vu, le mot consentement, je ne l'ai pas vu du tout. Merci. Peut-être qu'il faut préciser, comme tu viens de le faire maintenant, que l'homosexualité entre adultes est plus pénalisée en Suisse depuis 1942, dans les limites que tu viens de préciser, parce que les enjeux de réparation sont très différents des enjeux français, où l'homosexualité est pénalisée encore bien après 1942. Donc ce que tu disais sur les... Parce qu'en fait, les dossiers que tu as pu examiner, c'est des dossiers qui tombent sous le coup de ces deux articles du Code pénal qui prolongent cette pénalisation, en tout cas cette exceptionnalité des relations homosexuelles par rapport aux relations hétérosexuelles dans le Code pénal suisse. C'est juste, non ? Oui, alors c'est... Ça, c'est ma première question. Oui. Attends, puis je te pose aussi la deuxième, oui. comme ça c'est fait. Sur les 150 dossiers que tu as vus, c'est exclusivement des dossiers masculins ou est-ce que tu as aussi quelques dossiers féminins? Dans quelle proportion? Et quels sont est-ce qu'on retrouve les mêmes mécanismes dans la pénalisation, la poursuite de l'homosexualité féminine et masculine? Et merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant et ça donne envie de lire ton livre. Merci beaucoup. Alors pour la première partie, alors en effet, il y a cet aspect de dépénalisation. Donc par exemple pour des cantons comme Fribourg, on va vraiment passer à tout acte qui est pénalisé, applique les pénalisations selon ces critères-là. Pour des cantons par exemple, comme Genève, qui n'avait aucune pénalisation du tout, ben en fait on ne se retrouve pas avec une dépénalisation, on se retrouve avec une pénalisation partielle. C'est bien ça qu'il faut voir dans l'enjeu. Oui, il y a cet aspect comparé à la France, mais par contre, le délit de débauche contre nature, c'est qu'une partie. On a entre autres au niveau de l'armée, où l'homosexualité n'est pas du tout dépénalisée. Ça va être en 92 aussi qu'on va dépénaliser. Et il y a aussi en fait tout l'aspect, par exemple, de surveillance policière. On a des fichiers homosexuels qui sont tenus dans certaines villes. On sait que pour le canton de Berne, c'est jusqu'au début des années 90. Dans le canton de Vaud, pendant très longtemps, ils ont dit que ce n'était pas vrai qu'ils en avaient un. En fouillant les archives, j'ai pu trouver qu'ils en ont eu un. Il apparaît pour la première fois dans les archives en 1967. Il y a déjà plus de 1100 hommes qui sont fichés et un peu moins de 100 femmes. Et donc on peut bien imaginer que pour arriver à un tel nombre, il n'a pas été mis en place en 67. Et à partir de 72, on ne le voit plus dans les archives, mais à aucun moment c'est mentionné qu'il a été détruit. Et quand les autorités vont être questionnées là-dessus, en lien avec le mouvement Lausanne Bouge, vers 1981-82, la municipalité va dire que ce n'est pas vrai qu'ils n'ont jamais eu de fichier homosexuel. Et donc on voit aussi à quel point est-ce qu'il y a ces aspects-là aussi qui devraient rentrer en jeu. C'est pour ça que moi je dis, je serais plutôt pour quelque chose de beaucoup plus large, parce que pour moi, par exemple, le fichage des homosexuels doit aussi être questionné. Le fichage, il y a aussi, il n'y avait pas que les homosexuels, il y a aussi les travestis, donc on voit qu'il y a aussi cet aspect-là qui est aussi pénalisé. Et pour moi, ça serait plutôt cette manière-là de faire un mea culpa et pas seulement un acte en particulier. Et puis la seconde partie, en effet, 153 dossiers. J'ai des femmes, quelques-unes. Au niveau pénal, c'est les deux, c'est pas mentionné. Certains cantons pénalisaient uniquement les hommes et certains cantons pénalisaient les deux. Fribourg pénalisait les deux, mais dans les faits, finalement, c'est pas du 50-50, c'est 153 dossiers et 7 dossiers qui concernent des femmes. C'est des proportions qu'on retrouve en fait dans les quelques lieux où il y a pu avoir les femmes étaient concernées, entre autres la France, il y a la Suède et les quelques cantons suisses qui avaient les femmes. En fait, c'est toujours cette proportion-là. Dans le traitement, il y a une grande différence, et une grande différence qui a été assez frappante pour moi, que j'avais de la peine à comprendre au début. C'est lorsque je lisais les dossiers des femmes, il y avait des sortes de pièces à conviction, chose que je n'avais pratiquement jamais chez les hommes. C'était des lettres d'amour. J'ai même trouvé une photo sur laquelle il y avait une dédicace qui était mise à ta lesbienne chérie. Et vraiment, ces lettres d'amour, c'est des lettres c'est la correspondance privée et intime de ces femmes qui finissent dans les dossiers. Il y a des lettres aussi qu'elles ont écrites des fois à leurs parents. Il y a une lettre qui est assez déchirante que j'ai d'ailleurs voulu reproduire en partie parce que je trouvais qu'il fallait aussi mettre cet aspect-là. C'est une fille qui dit à son papa, mais en fait, je suis comme ça, laissez-moi vivre heureuse parce que je ne changerai pas.
Et cet aspect-là m'a questionné longtemps. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tout à coup, pour les femmes, il y a ce souci de conserver ses lettres et en fait, j'ai réussi à comprendre, surtout avec un dossier qui était très parlant, c'est où on disait vraiment, le problème, c'est qu'elles se dévient du mariage. Donc, deux femmes qui couchent ensemble jusqu'à un certain point, ça ne dérangeait pas trop. Le problème, c'est quand elles pouvaient commencer à se dire, bon ben moi, en fait, je ne veux plus me marier, je veux juste vivre ma vie avec la femme que j'aime. Et là, alors tout d'un coup, les autorités, elles entrent en jeu, puis elles disent, non mais ça, c'est plus possible. Et il y a des mesures. Et les mesures sont relativement fortes. Il y a des femmes qui se font confisquer leurs enfants. J'ai trouvé des lettres de communes qui disent qu'ils excluent ces femmes-là de leur territoire et de leur bourgeoisie. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de citer. C'est des choses quand même très très fortes. Et ça, c'est des choses par contre qu'on ne trouve pas chez les hommes. On n'a pas la commune qui entre en jeu ou ce genre de choses-là. Donc on voit vraiment un changement de traitement assez fort. Et le fait qu'il soit si peu, il y a cet aspect-là, mais aussi finalement le peu d'intérêt de la justice pour la sexualité des femmes, et aussi le peu de possibilités pour les femmes de faire des rencontres, parce que beaucoup de rencontres entre hommes se font dans les établissements publics, se font sur le lieu de travail, et bien c'est des lieux qui en fait en tant que femme étaient plus difficilement accessibles, entre les établissements publics, une jeune femme ne pouvait pas forcément sortir seule le soir, et ça c'est un cadre en fait dans lequel beaucoup de dossiers masculins commencent, c'est on buvait un verre, on a été surpris, et bien ça en fait ça ne se retrouve pas chez les femmes non plus. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant comme présentation. Et donc, à partir un peu de vos réponses, j'aurais 3 questions. La première est si les travestissements sont considérés des pratiques contre nature et s'il y a une évolution sur ce type de pratiques. La deuxième concerne plutôt les lexiques et les langages. Est-ce que, du fait que vous avez étudié vraiment une période longue, donc c'est magnifique de ce point de vue. Est-ce que vous avez constaté une évolution, des mutations, des pratiques d'usage des langages, et si cela pourrait être fait comme étude, en fait, s'il y aurait de l'intérêt pour cela. Et la troisième question concerne, vous avez à un certain moment fait référence à un rôle d'expertise d'un prêtre, d'un curé. Est-ce que justement, quel est le rôle dans cette pratique, ces pratiques judiciaires, le rôle d'expertise de l'Église? Vous avez aussi, au niveau du lexique, vous avez parlé des fruits défendus, donc je sais, à nouveau, donc langage, expertise, quel est le rôle joué par l'Église catholique, qui a un rôle un peu, si vous voulez, ambivalent, parce que parfois on était devant les juges pour d'autres raisons. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. La question, la toute première, peut-être d'abord le lexique, parce que c'est peut-être celle qui est assez parlante, puis qui permet aussi d'aller questionner sur le lien avec l'Église. Au niveau du lexique, il y a clairement un changement, et j'ai essayé de nommer, de quantifier comment ça a évolué. Au début, on utilise beaucoup le terme sodomite ou sodomiste, qui est un cas qui en fait, je ne sais pas, c'est une malformation des gendarmes à Fribourg. Ils écrivent sodomiste en général. Je l'ai retrouvé à quelques acceptations dans d'autres cantons, mais c'est vraiment une déformation romande et en tout cas fribourgeoise. Et là, on voit vraiment encore ce lien très fort avec le crime de sodomie. Donc le crime de sodomie, c'est vraiment l'acte en tant que tel qui fait référence en fait à Sodome et Gomorrhe, même si dans la Genèse, c'est pas directement marqué que le péché de Sodome est l'homosexualité, mais très très vite, l'Église, dès les premiers siècles, va lier en fait le crime de Sodome et Gomorrhe à un crime d'homosexualité et donc un crime contre nature. Et ça, on voit que ça évolue petit à petit. Puis après, c'est le thème de pédéraste qui vient vraiment prendre le dessus. Et il y a des termes, par exemple, que j'ai essayé de reprendre certains termes. Par exemple, il y a de temps en temps le terme folle qui est utilisé, ou pédé. Ça, c'est plutôt des textes, en fait, quand on les utilise, c'est pour reprendre comment est-ce qu'eux-mêmes se sont qualifiés, ou comment est-ce qu'ils ont peut-être été insultés, ou comment est-ce qu'ils ont été appelés. Mais au niveau judiciaire, on se maintient à pédéraste juste dans les années 90. Ouais, c'est vraiment le terme qui est utilisé couramment au sein de la justice. Et sinon, on utilise, si c'est d'autres termes, c'est souvent entre guillemets pour bien mentionner que ce n'est pas eux qui l'utilisent, autant pour rester fidèles, mais aussi pour bien montrer qu'eux n'utilisent pas ce genre de termes. Il y a vraiment une certaine pudeur. Il y a aussi quand ils parlent des actes sexuels en tant que tels, souvent ils mettent des guillemets
pour dire c'est quand même pas moi qui ai osé dire ce genre de terme. Et donc, justement, au niveau de l'Église, en effet, on voit juste au niveau du terme sodomie, qui a un lien qui est quand même chargé religieusement. Et d'ailleurs, quand il est aboli en France en 1791, c'est pas parce qu'on accepte l'homosexualité, c'est parce qu'on dit qu'on va abolir les crimes qui touchent à la religion. Donc on voit quand même que c'est très très lié. Et en fait, l'Église catholique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à Fribourg, ils ne viennent pas donner leur avis sur la politique, parce qu'en fait, il y a une telle hégémonie du Parti conservateur catholique que c'est bon, ils le font tout seuls. Donc la doctrine, on a entre autres en 1924, quand il y a eu débat au Grand Conseil pour un nouveau code pénal fribourgeois, c'est le Conseil d'État qui dit qu'il ne faut quand même pas oublier que notre loi doit se baser sur la Bible et sur le Deutéronome. Donc les curés ont qu'à regarder. Et ensuite, on va voir par contre qu'il va y avoir, j'ai trouvé quand même 3 religieux qui sont confrontés à la justice, et alors là c'est génial. Tout le monde se mobilise pour leur dire que c'était qu'un accident, que c'est pas très grave, il leur demande beaucoup de discrétion. Il y a même j'ai trouvé ça c'est un cas qui est d'un employé dans un couvent, où le doyen du couvent intervient auprès du juge et lui dit, presque un chantage un peu voilé, en disant « Mais vous savez, ça fait 3 siècles que nous, on sort les gruyériens du purgatoire et du tribunal de la Providence. Donc si une fois on fait une petite faute, nous, je pense qu'on peut bien nous l'oublier. Vous pouvez bien nous le passer. » Et il dit à la fin « Et ça, en gros, ça sera aussi bien pour votre famille. » Donc on voit vraiment la petite menace voilée. Et en fait, ils sont relativement forts pour ça. Aussitôt qu'il y a un cas, c'est vraiment une mobilisation. Ils écrivent pour essayer de leur dire aussi, non, on va le garder dans notre couvent et on va le surveiller maintenant. Mais ils sont quand même condamnés. On voit que là, par contre, les juges ne rigolent pas tellement. Mais j'ai eu par contre 2 cas où c'est signalé, où je les ai repérés, soit aux archives de l'évêché, j'en ai repéré un, et un où c'est un jeune qui dénonce 4 personnes. Et dans les 4 personnes, il y a un religieux, les 3 laïcs ont des dossiers pénaux, sont condamnés. Il n'existe pas de dossiers pénaux du religieux, mais j'ai réussi à retrouver que, comme par hasard, la même année, il est déplacé au Vatican, au sein de l'ordre des Capucins, et on n'entend plus jamais parler. Donc, alors qu'il était professeur d'université en théologie et capucin, donc du jour au lendemain, il est déplacé à Rome, et il n'y a jamais de procédure qui est ouverte contre lui. Donc on voit quand même que l'Église se montre extrêmement solidaire entre elles et oublie un peu que leur discours officiel est quand même de condamner relativement fermement l'homosexualité. Même si là aussi on voit à partir des années 70, il y a en 79 la conférence des évêques suisses qui dit on condamne l'acte mais on ne condamne pas la personne. Donc on voit qu'ils reviennent en fait exactement aux discussions qu'il y avait au tout début dans les premiers codes pénaux. Je crois qu'il restait encore une question par rapport au travestissement. Oui, pour le travestissement, c'est jamais mentionné en tant que tel, donc on ne condamne pas le travestissement, mais par contre, si vous vous travestissez, vous avez bien des chances d'être homosexuel, donc on vous coffre. En gros, c'est pour ça. Donc on va lui demander des questions, puis on va demander si vous avez des relations avec des hommes, s'il répond oui, et bien voilà. Mais le crime, le délit en tant que tel de travestissement n'est jamais mentionné crime de travestissement. Et je pense qu'il devait quand même être condamné, mais je pense là, ça serait au niveau des archives policières qu'il faudrait aller voir. Je ne pense pas qu'on mettait quelqu'un devant le tribunal. C'est vraiment, si on a après une réflexion là-dessus, mais c'était interdit en effet de s'habiller avec des hommes les habits du sexe inverse. Bon, moi, j'ai pas lu le livre, mais je voulais la photo de couverture. Je voulais en savoir un peu plus. Bon, ce que je comprends, moi, en la regardant, c'est que c'est des personnes qui ont été arrêtées, donc on les photographie comme des criminels, comme ça, et puis ça suffit de mettre un bandeau pour pouvoir les publier, ça, enfin, on peut en savoir plus. Et alors, savoir aussi si dans les dossiers, vous êtes tombé sur des dénonciations, pas de personnes qui dénonçaient d'autres personnes. Parce que la concierge avait entendu des bruits bizarres, enfin, voilà. Alors peut-être je peux vous la montrer si vous n'avez pas vu la couverture. Donc, j'étais un peu emprunté quand je suis allé chez Antipode et puis qu'ils m'ont dit « Nous, on met une photographie ou une image, pas de document d'archives sur notre couverture. » Moi, je leur dis « Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas de photos et que j'ai pas le droit de les montrer en tant que tel. » Puis là, je suis allé demander « Est-ce que les seuls documents que j'ai, c'est en effet… » Ça, c'est en fait quand ils sont arrêtés. Donc, c'est des documents policiers. Et on les prenait 3 fois, donc une fois de face, une fois de profil et une fois de 3/4.
Et ils étaient d'accord que je les publie pour autant que les personnes soient mortes depuis plus de 50 ans. Donc j'ai été faire des recherches au niveau de l'état civil pour savoir si ces gens étaient morts. Et aussi, et ça c'était moi qui voulais, je voulais être sûr que ces gens étaient condamnés. Je voulais pas mettre quelqu'un qui avait juste été arrêté, enfin condamné pour débauche contre nature. Je voulais pas que ce soit quelqu'un qui a été arrêté pour vol. Et donc il a fallu aller quand même chercher cet aspect-là. Mais je trouvais que aussi le fait de devoir mettre ces bandeaux noirs montrait finalement aussi toute la démarche d'anonymisation que j'ai dû faire à l'intérieur du dossier. Et puis au niveau des dénonciations, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire de manière statistique. C'était pas toujours très simple, mais on voit que là, il y a toute une partie de dénonciation en effet, donc des gens qui viennent dire que tel ou tel est homosexuel. Mais très souvent, ce qui arrive, c'est plutôt que c'est la police qui le dénonce ou la victime. Et alors là, tout le monde débarque pour dire « Ah, mais on sait depuis longtemps ». Il y en a qui disent « Non, mais ça fait tout le monde sait dans le village qu'il est homosexuel, c'est pas un problème ». Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a une certaine réticence à dénoncer quelqu'un pour homosexualité, parce que c'est jeter l'opprobre sur la communauté. Et donc, il y a vraiment... par exemple, on voit il y a des femmes qui vont comme témoins défendre leur mari. Parce qu'en fait, si le mari est condamné, c'est une période où la femme se retrouve peut-être seule à la maison avec les enfants ou avec un revenu en tout cas fortement diminué, voire plus de revenus. Donc il y a une volonté absolument d'éviter toute dénonciation au sein de la communauté. Mais si je peux rajouter, du coup, il y aurait quand même un moment où les voisins, le voisinage, la famille vient confirmer en dénonçant ou en prenant position, malgré la peur de... C'est un peu contradictoire, je me dis. Alors il y a confirmé ou infirmé. Il y en a ceux qui viennent défendre que ce n'est pas le cas et d'autres qui viennent dire que c'est le cas. Il y a toujours, c'est un peu parole contre parole, vu que souvent l'acte n'a pas été pris en flagrant délit. Et il y a quand même un aspect, c'est que ça se passe en huis clos. Donc en général, il y a aussi cette part qui permet en fait à la personne d'être plus à l'aise en fait dans le témoignage qu'elle va faire, puisqu'elle sait que ça ne va pas forcément être relayé. Et la presse ne mentionne jamais les jugements pour des débauches contre nature, sauf quand ça touche des affaires un peu plus croustillantes, soit ça mêle la politique ou ce genre de choses. Alors tout d'un coup, là, on évoque, mais sinon, il n'y a pas de mention. Merci à tous les deux, c'était super. J'avais une question, tu as mentionné plusieurs fois soit l'expertise médicale, soit le vocabulaire de contamination ou alors de thérapeutique par le déplacement à la montagne. Est-ce que tu as remarqué dans ces archives le rôle que jouaient les experts médicaux, s'il y avait un courant dans la pathologisation et si ça avait un retentissement sur les peines qui finalement sont prononcées? Alors en fait, le rôle des médecins, il est crucial dans la perception de l'homosexualité par les juges et par le monde politique. Donc il va vraiment y avoir, surtout venant des psychiatres en fait, une mobilisation pour dépénaliser l'homosexualité avec le motto « mieux vaut guérir que punir ». Et ça, c'est vraiment, il va y avoir des grandes mobilisations, ça a été fait au niveau national surtout, en lien avec le code pénal qui devait être fédéral. Au niveau fribourgeois, lorsqu'on discute des codes pénaux, là, il n'y a pas d'intervention des psychiatres, ils se concentrent vraiment sur le niveau fédéral. Et deuxièmement, il y a la possibilité en fait, de faire appel à des expertises médicales lors des procès. Je les ai retrouvés qu'à partir des années 40. Avant, il n'y a pas encore, donc avec le nouveau code pénal suisse. Et là, en fait, le médecin, il est extrêmement important parce qu'on demande au médecin en fait, d'examiner le patient et de voir est-ce qu'il est coupable à 100% ou est-ce qu'on peut atténuer sa responsabilité. Et par atténuer sa responsabilité, ça va être entre autres savoir si c'est, et ça c'est des termes qu'ils utilisent à l'époque, un homosexuel qui est un pédéraste passif ou un pédéraste actif, qui n'est pas, mais pas forcément dans la position de l'acte sexuel, mais en fait on considère que le pédéraste actif, c'est quelqu'un qui est malade. Donc il faut le soigner, c'est quelqu'un qui malheureusement... pas de chance, est homosexuel, donc il faut essayer de le guérir. C'est avec eux qu'on va faire des thérapies, qu'on va essayer de... On leur va aussi avoir ces questions d'hormones. Et les autres, c'est des pédérastes passifs, c'est des gens qui en fait, sont attirés par le gain. Et donc c'est aussi pour ça qu'on maintient une criminalisation de la prostitution homosexuelle. C'est on se dit, mais en fait, il pourrait y avoir des hétérosexuels, surtout des jeunes garçons, qui pourraient se dire, bon, c'est une manière comme une autre de se faire de l'argent. Donc, là, vraiment, il y a une notion, on demande aux médecins, en fait, de qualifier quelle est la nature même de l'homosexualité de la personne qui est devant le juge.
Et on leur fait passer toute une batterie de tests, et on fait aussi une chose, parce que c'est aussi une période où on a toute une notion d'eugénisme aussi qui naît là-dedans, une volonté d'hygiène sociale en fait, et on va aller chercher dans les antécédents de la famille. Donc en fait, en gros, si le père boit, si la mère a des problèmes d'épilepsie, s'il y a la pire chose, c'est un oncle homosexuel, alors c'est pas tellement étonnant que la personne soit homosexuelle à son tour. Peut-être ça rejoint un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui est extrêmement important et bien traité dans le livre, c'est que ces 153 dossiers, c'est pas tout le monde, c'est une partie de la population dans le sens qu'il y a comme tu l'expliques bien dans le livre, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont échapper à ces condamnations, probablement par leur statut social ou parce qu'elles bénéficient de personnes ou de protection, notamment les hommes d'église, comme tu l'as montré, tu l'as expliqué avant. Il y a tout un tas de protections qui permettent qu'ils échappent à ces condamnations. Donc ça me paraît important de rappeler. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être on en prend une ou deux, après tu seras peut-être content d'avoir une petite pause. On dit encore deux questions, ça va? Moi j'ai une question sur les dossiers les plus récents en fait, parce que 1992 c'était avant-hier. Donc est-ce que tu peux dire 2 mots sur quel type de dossier c'était, quelles étaient les condamnations, et s'il y a eu quand même un changement, un tout petit peu de perception, parce que c'est assez fort en fait, de se dire que c'est très récent. Alors les cas les plus récents, donc ça va vraiment jusqu'en 92, hein, donc j'ai même eu encore l'année même de l'entrée en vigueur du changement. Ça se focalise beaucoup plus, de plus en plus sur des questions en fait qui se touchent vraiment plus à de la pédocriminalité que à de l'homosexualité en tant que telle. C'est des adultes en fait qui abusent de jeunes garçons. Et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir, et ça je l'ai vraiment voulu le mettre dans les statistiques, c'est ceux qui sont condamnés pour les deux, qui sont condamnés d'abord pour débauche contre nature et pour attentat à la pudeur sur les enfants. Donc par exemple, des fois c'est même la même victime. On dit, il a abusé de lui entre ses 12 et ses 18 ans, et bien de 12 à 16 ans, attentat à la pudeur sur les enfants, de 16 à 18, débauche contre nature. Donc ça vient, c'est vraiment là, pour moi c'est vraiment des cas qui en fait ne sont plus de l'homosexualité mais de la pédocriminalité. Et on voit quand même que les derniers cas tendent vraiment beaucoup plus sur ces cas de figure que sur les cas vraiment de consentement, de relations consenties, tout en ayant cet aspect-là qu'on ne pose jamais véritablement la question du consentement. Donc même si des fois il y a des cas qui paraissent à la lecture, on se dit qu'il n'y a pas l'air d'être un acte forcé, vu que la question n'est jamais posée, c'est très difficile de se dire là c'en est, là c'en est pas. Mais on voit quand même qu'à partir des années 80, il y a quand même une plus grande attention sur ces aspects-là que sur forcément l'homosexualité en tant que telle, même si on retrouve quand même des cas encore d'actes qu'on pourrait qualifier de consentis à cette période. Moi, j'aimerais revenir sur le point du début. Vous avez parlé d'un district urbain avec Fribourg et 2 districts ruraux. Je voulais savoir s'il y avait une différence dans la manière qu'avaient les homosexuels de se rencontrer et de se faire griller là-dedans. Parce que moi, j'ai un peu consulté celle de Lausanne, et puis la police surveille certains parcs au bord du lac ou les toilettes à Saint-François. Mais c'est des lieux de passage dans un milieu urbain, et du coup, en milieu rural, comment ça se passe ? Alors peut-être déjà une chose, c'est qu'en milieu urbain, en fait la police à Fribourg ne veut absolument pas ouvrir les yeux sur les lieux de rencontre. C'est même l'inverse, et il y a pour moi une chose qui est hyper parlante, c'est les toilettes publiques. On a vu entre autres en France, lorsqu'on fait ces toilettes publiques, on laissait un espace au sol pour pouvoir voir les pieds des gens. Ça a été discuté à Genève et Lausanne de les faire. À Fribourg, les toilettes publiques, on les met dans des talus. On ferme jusqu'en bas, on ferme les portes, mais on sait que c'est des lieux de rencontre. Mais on ne veut pas les voir. Parce qu'on a vraiment une conception, depuis les cantons, c'est là que pour moi c'était peut-être où la fracture ne se joue pas au niveau francophone alémanique, elle se joue en partie sur la question de la religion, mais elle se joue aussi sur la question rurale, urbain, et c'est là qu'on voit que Fribourg se considère comme quelque chose de peu urbain, mais plutôt de rural, c'est qu'ils se disent que l'homosexualité c'est un mal qui vient des villes. Donc ceux qui ont des problèmes, c'est Lausanne, c'est Berne, c'est Zurich, c'est Bâle, Genève, et en plus ils ont tous la magnifique tare d'être protestants. Donc ça fait le pain béni de Fribourg qui se dit, nous, bons catholiques, l'homosexualité, c'est pas chez nous. Donc ils vont pas être très proactifs,
Et donc, en fait, les cas, c'est plutôt des cas qui leur sont relayés. Quand la police intervient, c'est qu'on leur dit il y a scandale public. Donc là, ils interviennent. Ou quand des parents signalent qu'il y a leur jeune qui commence à filer du mauvais coton parce qu'il est quand même très souvent avec des garçons qui ont mauvaise réputation. Et donc là, on ouvre l'enquête. Et au niveau de la ruralité, c'est un peu la même chose. Donc il n'y a pas de surveillance policière. Il y a quand même, on voit une certaine surveillance qui se fait au niveau de la cellule villageoise, mais en fait qui se retrouve en ville au niveau du quartier, hein, ou au niveau de l'entreprise dans laquelle on travaille. Vraiment, on sent qu'il y a cette chose qui est assez pesante. Et puis en fait, où ils se font avoir peut-être plus facilement, enfin, un cas que j'ai trouvé assez régulièrement en ville, en fait, en campagne, c'est des domestiques ou des journaliers. Donc c'est des gens qui en fait ont souvent des chambres communes, voire des lits communs, et qui en fait n'ont pas les finances suffisantes pour se mettre en ménage, comme on disait à l'époque. Enfin, je crois que certains l'utilisent encore, mais enfin voilà, ils ne peuvent pas donc avoir un mariage, et donc certains en fait c'est aussi une sexualité presque malgré eux. Donc ça veut dire c'est dans une grange, et puis c'est assez intéressant de voir que aussi au début, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans les cas de bestialité. C'est des populations qui en fait sexuellement ont une sexualité extrêmement précaire et donc qui se font plutôt pincer parce qu'elles n'ont pas d'espace privé et intime. Et ça revient aussi à dire qui est-ce qui se fait pincer par la police? C'est plus facilement les gens qui n'ont pas d'espace privé. On voit que j'ai eu très très peu de médecins ou d'avocats ou de notaires, mais les quelques-uns qui se font bloquer, en fait, où ils ont leurs actes sexuels, c'est dans leur étude, c'est dans leur cabinet. Donc c'est beaucoup plus facile en fait d'entretenir des relations homosexuelles lorsqu'on a ces espaces-là à disposition. Moi, j'aurais voulu savoir si, à travers ces dossiers judiciaires, tu as pu noter des actes, des formes de résistance. Je me demandais sur deux plans. Du côté des prévenus, peut-être comme cette lettre de femme que tu as citée qui dit « mais je suis comme ça, laissez-moi être comme ça ». Est-ce qu'il y a des prévenus qui revendiquent cette pratique sexuelle et la liberté de l'accomplir? Et aussi du côté des avocats, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des avocats qui se spécialisent? Est-ce qu'il y a une volonté pénale, enfin une volonté de transformation pénale du côté des avocats, peut-être, d'essayer d'amoindrir les peines ou de trouver de façon un peu systématique des échappatoires? Alors au niveau des réactions un peu des gens qui se rebellent, je les ai trouvées en effet donc chez les femmes mais aussi chez les jeunes. C'est les dossiers en fait de la chambre pénale des mineurs, parce que la chambre pénale des mineurs, donc ça veut dire c'est des jeunes justement qu'on estime qu'ils sont gâtés. Donc c'est des jeunes à qui on va leur dire écoutez, vous, ça devient vraiment plus possible de vous laisser en société, vous passez devant le juge des mineurs. Et là c'est assez intéressant, beaucoup ont un discours assez véhément en disant mais moi laissez-moi vivre en fait. Et puis j'ai aussi quand même eu chez un jeune qui finit au suicide en fait, et avec une lettre justement à sa mère en disant en fait je ne pourrai jamais vivre heureux. Et voilà, donc si on voit vraiment ces tensions qui sont présentes, une volonté de besoin de liberté, et on voit que c'est plutôt les jeunes générations, et ça apparaît vraiment plutôt dans la chambre pénale des mineurs ou chez les femmes, ou alors dans les cas plutôt à leur années 80, années 90, là on entend quand même certains qui disent oui mais moi en fait j'ai rien fait de mal. Et puis au niveau des avocats, alors ça c'est peut-être une des lacunes que j'ai eues, c'est que en fait il me manquait, personne n'avait fait l'histoire de la justice à Fribourg. Je crois même au niveau suisse, c'est pas toujours simple de s'en sortir, donc j'avais un peu de la peine de savoir est-ce que les avocats que je rencontrais, est-ce qu'ils avaient vraiment une manière spécifique de se comporter, ou est-ce que c'était comme un avocat traitait une affaire à l'époque. Donc j'ai essayé d'être relativement prudent en essayant de pas trop tirer des conclusions en disant cet avocat il a pas l'air sympa, c'est sûrement parce qu'il doit défendre un homosexuel. Mais dans les faits, je n'ai pas eu d'impression qu'il y avait vraiment un traitement particulier, mais par contre, il n'y a pas une grande volonté de remettre en question l'ordre établi. Et en fait, ils essayent de trouver les failles dans le narratif du juge, comme ils le feraient pour d'autres actes, mais il n'y a pas grand monde qui dit « mais en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de juger quelqu'un qui n'a rien fait de mal ». Ça, on ne le voit pas du tout. Ni chez les juges, d'ailleurs. Ouais. On s'arrête là, hein, c'est super. Merci beaucoup Léo, c'était trop bien. Et puis je vous encourage à lire le livre, vraiment. En plus c'est un plaisir à lire.